Avec cette deuxième partie, on va passer dans un volet très humain de ce fait historique, puisqu'on a deux proches des protagonistes de l'époque. Bonsoir à tous les deux. J'espère que je ne vais pas écorcher vos noms. Je m'excuse, je ne parle pas le Kirundi. Anne-Marie Ndenzako et Aimé Nakicha. Nakicha. Ok. Donc Anne-Marie, vous êtes la nièce de Rwagasore. Oui. Et vous avez travaillé dès le début, j'allais dire, mais en fait assez tôt, avec Aimé pour trouver une forme de paix, pour travailler à une réconciliation entre deux protagonistes d'abord qui ont une perception ou qui ont été confrontés à des réalités différentes et essayer de trouver en fait ce qui s'était passé et quelles étaient peut-être les responsabilités de chacun. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça est né? Donc, au départ, tout départ, on n'a jamais été en conflit avec Aimé. C'est-à-dire que nos familles ne nous ont jamais mis en conflit ou interdit de se fréquenter. Donc, dès le plus jeune âge. Mais par contre, quand Ludo est venu vers nous avec les documents qu'il avait, moi, je ne connaissais pas Ludo. J'ai vu un blanc qui venait en me disant, voilà, je sais à ce Rwagasore, qu'est-ce qu'on fait? J'ai appelé Aimé, je lui ai dit, Aimé, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, on a fait une réunion familiale en disant comment on aborde le tout. Et on a décidé de l'aborder ensemble. Parce que c'était une histoire commune, avec des douleurs des deux côtés. Et voilà, donc on a décidé vraiment, et c'était très important pour nous, de faire ce cheminement ensemble. Et ça, on le dit encore aujourd'hui, c'était ensemble qu'on voulait cette vérité-là. Et donc, on a démarré avec Ludo, mais c'était compliqué, parce que pour chacun, on devait retourner dans nos histoires privées, il fallait en parler, il fallait que chacun de nous se libère sur une certaine parole qui n'était jamais libérée avant. On est arrivé à ce point-là, en fait. Donc on a dû passer par un avocat pour avoir accès à certains documents, et même quand il y avait des documents qu'on ne trouvait pas, il fallait que chacun de son côté trouve des vieilles connaissances qui pouvaient peut-être avoir ce qu'on a pu trouver. Et là aujourd'hui je vais quand même dire merci à quelqu'un qui était la fille du procureur Chat, que beaucoup connaissent ici parce qu'elle a été le prof d'histoire au lycée à Bujumbura, qui est sœur Agnès, et qui nous a donné les documents de son père qui avait disparu. Et elle m'a permis de citer son nom, donc je le fais et je la remercie du fond du cœur, en fait. Voilà. Est-ce qu'avant la rencontre avec Ludo de Witt, c'était un sujet qui était abordé entre vous? À quel point vous vous connaissiez peut-être déjà pour bien comprendre? Et est-ce que c'était un sujet tabou entre vous? D'abord, on est la même famille. Oui, tout à fait. On est cousins. Nos parents sont cousins, du côté du père, du côté de la mère, donc on se connaît depuis tout le temps. C'était quoi la question? Est-ce que c'était un sujet tabou? Parce qu'on peut être de la même famille et ne pas voir les choses de la même manière, évidemment. Ce qu'il y a, il y avait beaucoup de non-dits. Et chacun avait un peu son histoire, mais ce qui se passe, c'est que là, on a l'occasion de travailler sur des documents, sur des éléments factuels qui nous permettent, nous, de nous faire notre propre histoire avec les éléments qu'on connaît actuellement. Et surtout, on avance aussi dans l'âge et on veut pouvoir transmettre à notre enfant une vérité, mais une vérité factuelle, qui part de documents précis et sur lesquels on peut intervenir, être d'accord ou pas d'accord, mais on part sur des éléments précis et factuels. Alors vous étiez considéré comme le descendant du tueur, de l'un des tueurs? Non, pas du tout. Non, ils font partie au niveau du complot, de complicité, mais pas du tueur. Il y a un tueur et il y a un complot qui est autour et avec des complices. Et je crois que c'est important de garder les bons termes. Exactement, donc ouais. L'un des complices. Comploteurs, complices. Comment est-ce qu'on grandit avec ça, quand toute la lumière n'a pas été faite? Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on appréhende une fois que, peut-être à l'âge adulte, on se pose d'autres questions? Mais d'abord, j'ai grandi ici en Europe, j'ai grandi ici en Belgique, et donc je n'ai pas
senti directement à part, de temps en temps, parmi quelques Barundi que je rencontrais quand j'étais petit, qui étaient vraiment d'une méchanceté, mais que je ne comprenais pas directement. Mais non, je ne peux pas dire que j'en ai souffert directement, mais en grandissant, on se pose des questions, d'où on vient, de qui on est, enfin voilà. Et puis bon, comme on n'a pas toujours les réponses, on essaie d'en avoir à gauche, à droite, et puis finalement, on arrive à les avoir avec des documents que... J'ai un cousin qui s'appelle Aimé Tineneleza, qui lui déjà dans les années 80 a commencé à faire des recherches là-dessus. Et les documents, il n'avait pas accès, malgré qu'il était le fils, mais il n'avait pas accès parce que c'était encore bloqué, ce genre d'histoire. Maintenant, avec le temps, les générations et l'acharnement d'un certain Ludo, ça nous a permis de remettre ces documents à jour et nous faire une propre idée sur ce qui s'est passé. Même si la totalité des documents ne sont pas là, on se fait déjà une idée plus ou moins précise. Donc cette rencontre avec Ludo, c'était en 2013, 2014 ? Moi, je me rappelle même de la date, 6 janvier 2013. Qu'est-ce qui a changé depuis dans votre perception des choses et de votre propre histoire ? Ben moi, c'est clair que la Belgique est très très fortement impliquée dans ce projet, qui en est même à l'initiative, que nos parents font partie de ce processus parce qu'ils sont rentrés dans un... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai lu le livre de Ludo, et en lisant ce livre, je me rends compte que le conflit qu'on explique entre Batal et Bézi, entre PDC et Plona et tout, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On se retrouve avec les Nations Unies qui prennent position contre la Belgique et on se retrouve entre les Nations Unies et la Belgique. Et ça dépasse largement le sujet qui avait toujours été avancé, c'était que non, c'est une histoire entre Burundais, la Belgique n'a absolument rien à voir là-dedans, mais la Belgique a à voir là-dedans, les Nations Unies a à voir là-dedans, parce qu'ils prennent des positions, la Belgique se bornait aussi avec certaines attitudes. Et là, maintenant, avec ces documents, on peut voir les positions réelles de tout le monde. Même question pour vous, Nari ? Oui. La même question, ouais. Non, pour moi, c'est une vérité qui se place, en fait, parce que ayant grandi avec ma grand-mère, la fameuse qui a donné la gifle à Roi, entendu des choses, entendu des on-dit, il paraît, pour moi, c'est plus apaisant, parce qu'il y a des faits, c'est factuel. Et c'est vrai, comme Aimé dit, l'histoire de Burundi a toujours été comme suspendue et sans aucun truc concret. Là, enfin, on a quelque chose de concret. Enfin, on peut comprendre ce qui s'est passé, quelles sont les divisions qui sont sorties de là et pourquoi il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui encore à partir de là. C'est concret, en fait. Pour une fois, on a quelque chose de concret et ça apaise quelque part, parce qu'on se dit, ben voilà, ça on peut... Déjà pour notre jeunesse, la jeunesse burundaise, elle peut partir sur une histoire concrète et voir ce qui en suit. Moi, c'est un bien. C'est compliqué, c'est peut-être violent, mais c'est un bien. On sait qu'au niveau belge, il y a désormais une commission, sorte de commission mémorielle qui a été mise en place, ça a été difficile, notamment pour la partie sur le Burundi, où il a fallu y aller au forceps pour avoir des experts ou des représentants. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission vu la sortie de ce livre, quelque part, ça semble désormais un sujet incontournable pour cette commission. Ça dépend déjà du choix de la commission. S'ils vont intervenir en ayant lu ce livre, logiquement, ils devraient en tenir compte. Là, pour le moment, on attend. Et comme dirait Antoine, on a fait notre petit CVR, on peut le faire en plus grand aussi. Vous attendez quelque part des excuses à un moment donné de la Belgique par rapport à cet événement ? Des excuses. Déjà une reconnaissance. Ouais, avant tout une reconnaissance de fait. Une reconnaissance et placer les éléments, les gens, vraiment, il faut les repositionner pour ce qu'ils ont fait et pour leur participation. Au fait, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que c'est une histoire entre Burundais et c'est mon père et ses cousins qui ont payé pour tout le monde. Et ça se limite à ça. Et ça a été... Bon, c'était aussi très politisé. Et forcément, comme c'était des adversaires politiques, l'autre parti l'a utilisé, ce qui est tout à fait
normal pour des jeux politiques. Et là, maintenant, je crois qu'avec le temps, et puis des changements aussi de régime au niveau des pays, des changements de mentalité, des nouvelles générations, je crois qu'ils sont à même à recevoir et accepter cette vérité factuelle. Ah oui, c'est important. C'est très important ce mot factuel. Oui, factuel. Parce que moi, je lis ce document, vous pouvez le lire, chacun le lit, on va peut-être l'interpréter, mais on part d'une chose concrète, commune, ensemble, qui est le même document. Au niveau de la société maintenant, donc au-delà de cette commission, vous venez de l'expliquer, hein, il y a quand même des choses qui sont en train de changer vis-à-vis de la décolonisation des esprits. On l'a abordé un peu plus tôt dans la conférence, mais est-ce que vous n'avez pas un peu peur que, comment dire, le fait que sur le plan international le Burundi soit un poids plume, est-ce que ça risque pas de, entre guillemets, gâcher la révélation des faits? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas autant de répercussions, c'est ça? Exactement. Que si on était congolais, qu'on s'appelait Lumumba, c'est ça? Oui. Ouais. Mais les faits restent ce qu'ils sont. Après, poids plume, nous, on est là, c'est par rapport à la Belgique. Ce qu'on dit, pour nous, l'important, c'est que cette Belgique reconnaisse les faits. Après, poids plume ou poids plume, c'est à chacun de décider si c'est poids plume ou poids plume. Pour nous, c'est pas poids plume. Mais on peut se dire, on pourrait en tout cas se dire que, par exemple, la Belgique aurait plus facile à réagir sur une affaire congolaise ou rwandaise actuellement que sur une affaire burundaise, peut-être. Pourquoi Par exemple, si je parle de mon expérience, en tant que journaliste, c'est plus facile de dire j'ai une histoire à vous raconter sur le Congo ou le Rwanda que sur le Burundi. Et vous dites Rwanda parce qu'il y a eu le génocide en 1994, c'est ça? Parce que c'est encore dans les mémoires collectives. Non, je vois la fin. Vous n'avez pas peur que le fait que ça soit moins perçu, moins connu du grand public, ici en Belgique, je parle, attention. Oui, peut-être moins, c'est clairement peut-être moins connu, mais s'il y a des révélations qui doivent être faites, elles doivent être faites. Une fois faites, peut-être qu'on se dira, tiens, il y a le Burundi aussi, ça sera fait, en fait. Oui, peut-être, oui, il n'y a pas eu de génocide de 94, oui, on connaît plus le Rwanda pour ça, mais il y a une révélation qui va être faite, et se dira, encore la Belgique, encore dans un autre pays. On ne savait pas, on le sait maintenant. Voilà, c'est tout. Et je pense que en faisant ce livre, le disaient Ludo et Michel, je pense que Ludo, quand il a fait ce livre, il a été voir différents aussi éditeurs qui ont fait comprendre, Rwagasore, c'est pas vendable. C'est quoi ce nom, c'est quoi ce truc, ça doit être tiré à autant de milliers d'exemplaires, c'est pas le cas. Et comme dirait Antoine, on ne gagne pas d'argent sur ce genre de livre. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de le dire qu'il y a un document, il y a une trace, et que même si on n'est plus là, il y a d'autres gens qui vont lire ce document, et ici la méthodologie qui permettra à d'autres gens, d'autres chercheurs, de faire, parce qu'il y a toute une enquête aussi à faire au niveau du Burundi. Nos parents ont eu 4 procès, un 5e en sortant de la Belgique, et à chaque fois il y a des peines différentes, et puis à la fin on dit allez, tout le monde ensemble, on embarque tout le monde. Moi personnellement, j'appelle pas ça un procès. Pour moi, c'est une vengeance. Parce qu'à partir du moment où des gens sont impliqués, sont pas condamnés, c'est-à-dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu, donc il y a des accusés, et qu'on dit de toute façon, les accusés, le peuple burundais ne comprendrait pas si on n'a pas leur tête, c'est plus un procès, c'est une vengeance. Et vengeance instrumentalisée politiquement aussi. Je vais laisser réagir à M. De Witt sur la question de l'édition. Vous vouliez réagir? Oui, je crois que c'est un livre sur le Burundi, mais aussi sur la Belgique. Parce que si je m'ai toujours intéressé pour la décolonisation, c'est parce que c'est une période charnière où on apprend beaucoup sur la nature du colonialisme, mais aussi sur la nature du néocolonialisme qui vient après. Et donc tout ce système qui a été mis en place par les forces dominantes ici dans l'Occident. Et quand vous lisiez le livre,
il y a cet aspect burundais, mais aussi cet aspect belge, et surtout, prenons simplement le rôle de la monarchie, le rôle du roi Baudouin dans cette affaire, qui est quand même extrêmement important. Le roi Baudouin qui, en été de l'année 60, a vraiment forcé le gouvernement belge de durcir sa position, qui a mis en scène le comte Harold d'Apermont-Linden pour mener la lutte contre Rwagasore et contre Lumumba, et qui, pendant toute cette période, a joué un rôle très important. La haine envers Lumumba et envers Rwagasore était très palpable, et ça s'exprime par exemple dans cette anecdote que je raconte dans le livre, où quelques heures après l'assassinat, le corps de Rwagasore est exposé dans le palais archiépiscopal, et l'administration coloniale, elle met donc des couronnes mortuaires, comme c'est prévu par le protocole du gouvernement belge, du Parlement et du roi Baudouin. Et c'est le roi Baudouin qui, dans différents messages, insiste pour que ce couronne mortuaire de lui soit retiré. Et le résident général, il explique encore qu'il a pu le retirer avant que quelqu'un ait remarqué quelque chose. Sinon, ça aurait été un scandale, un incident diplomatique. Et ce rôle de la monarchie dans cette affaire pénètre dans presque chaque page du livre. Et ça explique, à mon avis, l'importance d'étudier cette période charnière. Le Burundi n'avait pas vraiment un poids économique très grand, mais géostratégiquement, le Burundi était important pour la Belgique. À partir du Burundi, on menait la guerre contre les nationalistes au Rwanda et au Congo, à l'est du Congo, où les lumumbistes avaient pris des contrôles de terrain extrêmement grands. Et donc on voit dans une situation comme ça comment l'élite, et notamment ceux autour de la société générale et ses ramifications dans la noblesse belge, dans l'élite politique belge, réagissent avec une férocité qui est incroyablement grande. Et je crois qu'on ne peut pas mettre à côté ça quand on étudie le dossier. Cet élément est aussi important que cet élément dans le dossier Lumumba, où on sait qu'à un certain moment, le roi Baudouin a donc donné son aval pour un projet d'assassiner Lumumba, et ça a été dévoilé par la commission parlementaire, la commission d'enquête parlementaire du Parlement. Et je crois qu'il faut faire une enquête qui est aussi fouillée sur le rôle des différentes composantes de cette élite belge dans la décolonisation du Burundi. Oui, c'est ce que je disais, ça fait partie aussi de l'histoire de la Belgique. Donc l'importance de ce livre aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que le Burundi, c'est la Belgique aussi. Et à un moment donné, il faudra l'apprendre. Au niveau de votre famille, de la manière de transmettre l'histoire familiale aux enfants, aux petits-enfants, est-ce que ces dernières années, peut-être même avant la parution du livre, le fait de découvrir ces documents en compagnie de Ludo de Witt a déjà transformé votre manière d'expliquer les choses au reste de la famille? Ou peut-être les questions des plus jeunes vis-à-vis de leurs aînés? Ce qu'il y a, c'est que on est dans la vérité. Et on essaie, avec ces éléments toujours factuels, on peut leur dire que voilà, on a des éléments, on peut en parler. Ce qui se passe, c'est que on n'en parlait pas trop aussi, parce que c'était là. On a vécu avec, c'était dans la maison, cette fameuse porte que tout le monde connaissait, mais que personne n'avait jamais été voir derrière parce qu'elle était fermée, et Ludo l'a ouverte. Elle était fermée, mais pas forcément interdite. Mais très cachée. Ça veut dire que ici en Belgique, je ne sais pas au niveau du Burundi, mais ici en Belgique, comme dirait Ludo, ça a été mis en bas de piles de dossiers, d'histoires qu'on ne retrouve jamais. Et à partir du moment où on cache quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas... Pour nous, je dirais, au niveau de la famille, c'est une histoire avec laquelle on a grandi. Donc, elle était là, mais on n'en parlait plus.
Et comme disait Antoine tout à l'heure, tu disais le 13 octobre tous les ans, il y avait la messe à la cathédrale et les gerbes et tout ça. C'était devenu un truc du 13 octobre, cathédrale, machin, mais plus personne parlait vraiment de cette histoire. Mais même nous, je pense qu'à un moment, on a tellement grandi avec ça qu'on se posait plus de questions par rapport à cette histoire, jusqu'au moment où Ludo est venu. Du coup, ça nous a forcé un peu à refaire notre histoire et à aller chercher, et aussi à vouloir comprendre plus. Du coup, en tout cas moi j'en parlais plus, du coup mon fils par exemple posait plus de questions, mais de quoi tu parles? Et du coup j'ai pu en parler plus aisément, aussi plus factuellement, parce qu'on avait hors émotion, je veux dire, pas que émotionnellement. Oui, pour nous ça nous fait du bien aussi. Est-ce qu'au moment de la première rencontre avec Ludo, vous vous attendiez à découvrir autant de nouveaux éléments? Ben, c'est comme Ludo, il ne s'attendait pas à trouver tout ça. Quand il nous a rencontrés la première fois, il nous a dit voilà, j'ai trouvé des documents en lisant le livre de Guy Pope, il y a le mot Rogassoré qui est sorti, ça me disait quelque chose, il a trouvé des documents, il dit voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et aller trouver peut-être un avocat, il a donné des pistes, mais moi, je suis occupé avec mon Congo, le Mumbai et tout, j'ai vraiment pas le temps, vraiment pas le temps. Il a fallu le bousculer pour... Pardon ? Il a fallu bousculer M. De Witt pour... Non, il s'est bousculé Et c'est lui-même. tout seul. C'est lui qui est venu vers nous en disant oh là, je crois qu'il y a beaucoup plus que prévu. Je pense qu'on va devoir faire un livre parce que c'est énorme. Alors, comme on dit, le petit Burundi, mais le petit Burundi a commencé à prendre une place énorme, d'où il a commencé à faire son bouquin, c'est aussi des bouquins, un lapsus, mais voilà, c'est un gros boulot qu'il a fait pendant 8 ans. On a eu accès à des archives. On a pu l'aider dans la mesure où, étant les enfants directs des personnes via un avocat, Ludo pouvait avoir accès à des archives. Et puis Ludo aussi a découvert des jeux d'archives, vraiment des jeux d'archives, des parties qui disparaissaient, d'autres qui... Non, apparaître, ça veut dire pas apparaître, mais plutôt disparaître. Ouais. C'était ça, quoi. Voilà. Mais je voudrais dire un truc. Je voudrais préciser quelque chose. J'avais précisé aussi samedi passé. On parle du Burundi, du Rwanda, du Congo, des autres pays. On parle des indépendances. J'ai déjà un problème avec le terme même indépendance, parce que ça c'est une réflexion personnelle. Le Burundi était avant, pendant et après un pays avec plus ou moins le même territoire, la même superficie, même si on nous a pris un tout petit peu de côté de la Tanzanie. Il y avait un roi avant, pendant et après. On devient indépendant. Mais je suis désolé, mais au Congo, on l'a construit ce pays. Au Nigeria, on l'a construit ce pays. Au Cameroun, on l'a construit ce pays. Nous, notre pays existait déjà, donc non, on ne devient pas indépendant. On est libéré, ou un autre terme, mais pas indépendant. Et deuxièmement, si on garde ce terme indépendance, partons sur ce thème, pourquoi le lier, je parle spécifiquement du Burundi et du Rwanda, pourquoi le lier à des formations de partis politiques? On aurait peut-être pu penser une autre façon d'accéder à l'indépendance, entre des guillemets. Mais l'indépendance, c'est quoi? On remet les clés à l'ancien propriétaire. Et l'ancien propriétaire, c'était le Mwabi. Il y avait un Mwabi, il y avait une structure. Et comme dirait Ludo et les autres, en 4, 5, 6, 7 mois, 1 an maximum, il y a des partis qui ont... Mais on ne comprend pas les systèmes politiques. Un parti politique, c'est d'abord les partis, quand ils naissent, ils naissent des fois dans la douleur, mais il y a toujours après des petites milices qui se mettent... Même ici en Belgique, c'était comme ça, les partis socialistes et tout, les secrétaires, ils avaient des milices au départ, et après, on n'en parle plus. L'extrême droite ici en Belgique, ils avaient des milices. Et nous, en 4 mois, on doit faire un boulot que... En combien d'années ils ont fait? En 150 ans, ce que les autres ont dû faire. C'est une absurdité. Ça veut dire que dès le départ, on allait dans le mur. Moi, j'imagine un Burundi avec un Biruli, avec un Rwagasore, avec un Tineleza, avec les autres, et d'autres gens qui auraient pu amener ce pays, parce que aussi bien au niveau du PDC que du PRONA, ils voulaient l'indépendance, sauf que l'un le voulait plutôt que l'autre. Voilà. Et je trouve que c'est une perte de matière grise et de force vitale du pays. Et donc ça veut dire qu'on a démarré un pays indépendant, moi j'appelle ça dépendant plutôt,
en boitant, sur une seule jambe, sur un seul bras. Et c'est une réflexion après coup. Oui, mais ça, je pense qu'elle va amener pas mal de questions dans la suite. Parce que malheureusement on est un peu pressé par le temps pour la fin de ce panel-ci, mais il y aura les questions-réponses par après. Je vais inviter Thierry Amougoun à nous rejoindre et Aimé Anne-Marie peut-être à rebasculer de l'autre côté si je peux le dire comme ça. Alors Thierry Amougoun, vous êtes professeur d'économie du développement à l'UC Louvain. Désolé, je vais me référer à mes feuilles. Vous êtes directeur du Centre de recherche interdisciplinaire démocratie, vous l'avez été entre 2018 et 2020. Vous êtes spécialisé dans l'économie politique et vous vous intéressez aux pratiques d'économie populaire en Afrique subsaharienne, notamment les rapports Nord-Sud. Vous avez eu l'an passé un ouvrage qui est paru, Qu'est-ce que la raison développementaliste ? Et vous avez récemment été invité aux côtés de Achille Mbembe aux réflexions d'Emmanuel Macron à Montpellier, ce qui vous a valu quelques colibés, on va dire, ça comme ça? Ben oui, c'est le prix à payer hein, lorsqu'on s'engage à faire des choses. Voilà. Premièrement, quelle a été votre réaction à la lecture du livre de Ludo de Witt? C'est un livre extrêmement intéressant, extrêmement fouillé, et qui met en avant voilà, une méthodologie presque policière par rapport aux archives. Donc il y a des enquêtes aussi, il y a des interviews, donc il y a une panoplie de méthodes qui lui permettent d'accéder à l'information. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il permet l'accès à ces archives-là qui sont parfois assez difficiles à atteindre. Et ces archives-là nous montrent un autre regard des indépendances africaines. Donc je me suis dit, je ne vais pas entrer dans l'enquête, parce que personne d'autre ne peut mieux le faire que lui. Hein, et vous expliquer ce qu'il a fait. Et je vais essayer de lire cet ouvrage dans une perspective un peu plus large. C'est-à-dire, je vais essayer de lire l'Afrique à travers ce livre, à travers cet ouvrage. Et c'est extrêmement important. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux l'intituler, cette lecture de l'Afrique à partir de cet ouvrage? Je vais peut-être l'intituler, voilà, le meurtre des indépendances africaines, une dette insolvable de l'Occident. Voilà, c'est le titre que j'ai donné après la lecture de ce livre. Et on nous parle très souvent de la dette au sens économique du terme. Hein. Les pays africains sont endettés envers l'Occident, ils doivent rembourser la dette. Mais il y a une autre dette qui est celle-là. C'est une dette de sang. C'est une dette de sang, et vous savez que le sang fait du mauvais mortier. Or, construire des indépendances sur un mauvais mortier est très très dangereux. Est très dangereux. Alors je me suis dit, je vais essayer de vous énumérer un ensemble de composants de cette dette. C'est quoi cette dette insolvable de l'Occident envers l'Afrique? La première chose que je remarque, c'est que les indépendances dont on nous parle ne sont pas seulement des moments de youyou, des moments de uhuru. Ce ne sont pas seulement des moments où on danse, indépendance tcha-tcha, comme à l'RDC. L'indépendance, ce livre nous permet de comprendre un autre aspect de l'indépendance, de ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, c'est un brutalisme. C'est un brutalisme sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan physique. L'indépendance est un meurtre, en fait. Si vous voulez, l'indépendance en Afrique ouvre une page nécrologique qui n'est pas encore fermée. Il y a encore des cadavres dans les placards. Et ce livre sort un nouveau cadavre. Donc, lorsqu'on parle d'indépendance en Afrique, on pense à la liberté, on pense à la fête, on pense à la joie. Mais ce livre nous montre que l'indépendance, dans de nombreux pays africains, est une période de meurtre, est une période de brutalisme, est une période de mort. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, vous voyez que notre approche de l'indépendance change. Hein? On sort un peu des festivités, on parle un peu des moments de joie, on sort de le uhuru généralisé pour se rendre compte qu'il y a en sous-main des gens qui meurent, des gens qui perdent leur vie. Autre cliché de cette dette insolvable, c'est que l'indépendance est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Les leaders veulent libérer leur pays et sont prêts à aller jusqu'à la mort. Mais que fait l'Empire?
l'Empire ne veut pas mourir. L'Empire ne veut pas mourir. Donc, il accorde officiellement l'indépendance par le discours, mais officieusement, il détruit ce qu'il annonce par le discours. Et ce qu'on remarque à travers ce livre, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'Empire, ne voulant pas mourir, est là pour écraser tout indigène qui empêche ou alors qui entraîne la mort de l'Empire. Et cela nous poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ces empires veulent vraiment mourir? Lorsque vous regardez les rapports entre la France et l'Afrique, ou encore entre la Belgique et ses anciennes colonies, est-ce que l'empire est finalement mort? Ou alors, toutes ces informations qui sont dissimulées, est-ce que l'empire veut continuer à travers cette dissimulation? Ça, c'est aussi une autre question à se poser. On se rend compte que l'indépendance a plutôt été une continuation de l'empire par la mise en place des indépendances de façade, pas des indépendances tout simplement formelles. Donc, le livre montre que l'empire ne veut pas mourir et nous sommes toujours dans cette logique-là. Autre dimension de cette dette, c'est que finalement l'indépendance c'est quoi? L'indépendance devient le fondement d'une Afrique qui est mal partie, comme avait dit quelqu'un, René Dumont, il y a quelques années. Pourquoi cette Afrique est mal partie? Parce que ces indépendances, et le livre du Burundi le montre, c'est d'abord la mise en place d'un État faible. On n'a formé aucune élite. Le livre montre qu'on n'a formé personne. Ça veut dire qu'on voulait juste des serviteurs. On ne voulait pas une élite capable de prendre en relais l'indépendance, justement pour que l'Empire ne meure pas. Deuxième chose, l'indépendance construit un État tribal. On voit comment l'administration coloniale envenime les différences et les conflits entre les ethnies au Burundi, ce qui a été fait dans tous les pays africains. C'est-à-dire dresser les uns contre les autres, les uns contre les autres. Donc l'indépendance laisse un pays tribal. Autre chose, l'indépendance c'est quoi? L'indépendance c'est aussi un État dictatorial. Puisque tous ceux qui gagnent les élections sont tués, évacués, et on met en place donc des gens autocrates qui mettent en place donc des régimes dictatoriaux. Et vous voyez l'impact que ça a sur l'évolution de la démocratie en Afrique. Si on avait eu ces leaders-là, qui dès le départ avaient gagné les élections, on allait avoir une autre trajectoire par rapport à la réforme du champ politique. Mais comme on met en place des gens qui n'ont pas gagné l'élection et qui sont de connivence avec l'Empire qui ne veut pas mourir, vous voyez l'impulsion que ça a mis sur la trajectoire démocratique en Afrique. Et l'indépendance, c'est aussi donc un État violent qui se met en place. Parce que ceux qui arrivent au pouvoir par la violence, après avoir supprimé ceux qui méritaient ce pouvoir, ils transforment la violence en un système de gouvernance. Donc vous voyez que ce livre est extrêmement important parce qu'il vous permet de voir l'envers de ce qu'on appelle l'indépendance et la réalité qui se cache sous le tapis. Les indépendances africaines sont aussi un moment d'assassinat généralisé. Hein? C'est quoi l'indépendance en Afrique? Lorsqu'on lit cet ouvrage, on se rend compte que l'indépendance en Afrique, c'est le meurtre du leadership. C'est le meurtre du leadership. Lorsque vous tuez le leadership dans un continent, dans un pays, des gens qui portaient une certaine idée de la nation, des gens qui portaient une certaine idée de leur pays, vous changez complètement les coordonnées d'évolution de ces pays-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prend un petit morceau choisi de cette période, j'ai écrit ici, 3 novembre 60, assassinat de Félix Moumié au Cameroun. Tué en Suisse par les services secrets français, c'est aujourd'hui établi. Hein? Et Félix Moumié, c'est le leader du mouvement nationaliste camerounais. 17 janvier 61, assassinat de Lumumba. N'oubliez pas que Moumié vient de rencontrer Lumumba et qu'il vient de mettre en place un système de coordination des mouvements de défense en Afrique. Ils sont tués presque à la même période, écart de 3-4 mois. Si je prends le 13 juillet 61, assassinat de Rwagasore, vous voyez, le 13 juillet 63, assassinat d'Olympio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période est une période extrêmement importante. C'est là où le leadership d'un continent est complètement mis dans une situation de crémation. Ils sont tous assassinés. Et ça veut dire que les gens qui portaient ce continent et qui avaient cette volonté de déconnexion avec l'Empire ont tous été enterrés et tués. Donc ça, ce sont des dettes insolvables. Comment allez-vous faire pour solder ces dettes-là? Donc ça, c'est rien à côté de la dette économique. Alors, quelques perspectives par rapport à ça. Quelques perspectives. Première chose à savoir, c'est que nous sommes dans une situation où on peut, à travers ces livres, faire des travaux sur la bureaucratie.
la bureaucratie coloniale. Quel est le rôle de la bureaucratie coloniale? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. La bureaucratie coloniale, non seulement dans sa collaboration avec des locaux, mais aussi dans ses ramifications internationales. On peut étudier un ensemble de choses à travers ça. Autre dimension qu'on peut étudier, mais c'est la violence des indépendances que je viens de mettre en évidence. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons aujourd'hui des problèmes de développement, mais on se rend compte que l'État colonial est contradictoire par rapport au développement. C'est-à-dire, le défi que doivent relever les États africains, c'est bâtir le développement sur des conditions qui n'étaient pas des conditions de développement. Comment y arriver? Ça, c'est extrêmement important à étudier. On peut l'étudier aussi si on a accès aux archives, si on a accès justement à un ensemble de documents qui permettent de montrer que le défi que doivent relever les États africains, c'est de construire le développement sur des bases contradictoires par rapport au développement. La question de la démocratie, la dictature qui sévit en Afrique, les régimes militaires, les conflits frontaliers, avec justement dans cette division Burundi-Rwanda, qui était au même espace, on l'explique dans le bouquin, qui deviennent deux pays différents. Hein. Tout ce qui concerne la violence du vote. Mais la violence du vote, elle est vieille comme le monde. Non seulement elle commence déjà là, elle est installée par l'État colonial, qui tue. Et regardez encore aujourd'hui, lorsqu'il y a élection en Afrique, ce sont les mêmes meurtres. Hein, c'est-à-dire la dimension thanatologique, c'est-à-dire la capacité qu'a l'élection à tuer les gens en Afrique, mais elle est vieille, comme le monde, elle commence là. Ce sont les colons qui tuent ceux qui gagnent les élections. Donc, ce n'est pas nouveau. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte dans l'histoire qu'il y a des sentiers de dépendance. Lorsqu'un pays est influencé par une trajectoire, par un ensemble de gouvernance, par un ensemble de pratiques, ces pratiques-là se renouvellent et s'enchaînent et sont très peu faciles à éliminer. On peut réfléchir aussi à travers ces livres sur un aspect extrêmement important, c'est le droit et la justice dans l'État colonial. Ça veut dire quoi le droit dans l'État colonial? Ça veut dire quoi la justice dans l'État colonial? Et comment est-ce que ce droit et cette justice se sont transmises dans les États indépendants qui ont suivi? Ça veut dire quoi le droit sous Mobutu, par exemple? La justice sous Mobutu. Hein? Vous voyez? Ça veut dire qu'on peut relire ces États-là à travers cet ouvrage et les archives. Autre chose, c'est donc la pensée coloniale de l'Afrique et de l'Africain. Ce livre montre quelque chose. Nous avons une idée de l'Afrique, nous avons une idée des Africains, mais quelle est la pensée coloniale de l'Afrique et des Africains? On peut la trouver dans ces archives. Qu'est-ce que les archives disent de l'Afrique? Qu'est-ce que les archives disent de l'Africain? Et on se rend compte qu'on dit que c'est une affaire entre nègres qui ont tué leur frère. Hein? Ils ne sont pas considérés comme étant tout simplement donc des hommes à respecter. Donc il y a une autre image de l'Afrique et de l'Africain qui sort de cet ouvrage et des archives. Et on peut également creuser là-dessus. Et puis, finalement, je voulais dire, on peut également essayer, à travers cet ouvrage, questionner des problèmes qui sont liés à quelque chose que vous ne soupçonnez pas, c'est-à-dire à la justice climatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je vous parle du brutalisme, c'est aussi ces problèmes sociaux, ces inégalités, la pauvreté qui engendrent justement un comportement prédateur par rapport à l'environnement. Et toutes ces choses-là ont un fondement historique. Donc lorsqu'aujourd'hui on nous parle des problèmes climatiques, il ne faut pas prendre le climat comme étant une construction purement scientifique. Le climat a un intérieur. C'est quoi l'intérieur du climat? C'est la pauvreté, ce sont les relations sociales, ce sont des relations asymétriques, c'est la domination, c'est l'exploitation. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui doivent faire un effort plus élevé par rapport aux ajustements climatiques. Et tout ça se loge dans les injustices historiques. Et les gens ne voient pas souvent ça parce qu'on a une conception scientifique du climat sans savoir que le climat, c'est une relation. C'est une relation qui crée le problème qu'on appelle le climat. Et je voulais donc dire, pour finir, que c'est un ouvrage extrêmement important et que cet ouvrage, il nous dit quoi? Il nous met déjà devant une responsabilité. La première responsabilité, c'est faire un travail de mémoire. Le travail de mémoire, c'est quoi? C'est faire œuvre de reconnaissance et de transmission. C'est ça le travail de mémoire. Faire œuvre de reconnaissance et de transmission. Et dans ce travail de transmission, il y a, madame l'a évoqué tantôt, l'enseignement de l'histoire. Je fais des cours d'économie quand j'explique les économies africaines à des jeunes Belges. Mais ils tombent des nues. Ils me disent, monsieur, mais on ne connaît rien de tout ça. Hein? Et on construit un pays avec des gens qui ont ce passé-là et qui ne connaissent rien. Ça veut dire que nous sommes en train de construire des citoyens hémiplégiques sur le plan de l'histoire. Alors, il est important
pour faire ce travail de transmission et de reconnaissance, que cette histoire soit enseignée. Et puis, autre dimension extrêmement importante, c'est la vérité et la réconciliation, déjà assurée par nos deux prédécesseurs de tantôt. Ce que Mandela nous apprend dans cette commission vérité et réconciliation, c'est que l'autre qui m'aurait fait du mal, à savoir ici Burundi-Belgique, n'est pas seulement quelqu'un avec lequel nous allons entrer dans une guerre interminable. L'autre, une fois que la vérité est établie, est quelqu'un à qui on peut tendre la main pour essayer de construire l'avenir. Mais à condition que la vérité soit établie. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi finir en disant que les Africains doivent aussi se rendre compte que cette histoire, qu'est-ce qu'elle met en place, ces assassinats? Ils mettent en place le fait qu'il existe en Afrique ce que j'appelle parfois le syndrome du Christ. C'est quoi le syndrome du Christ? Le syndrome du Christ, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lit la Bible de façon non théologique, de façon historique, c'est-à-dire on lit juste une histoire, on se rend compte que la Bible raconte une histoire, c'est Jésus, dont le peuple est dominé par les Romains, et qui dit « je vais libérer mon peuple ». Et qu'est-ce qui arrive à Jésus? Il est crucifié par qui? Par les Romains de connivence avec les siens. C'est ça ce que j'appelle le syndrome du Christ. Et lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique, l'histoire du leadership en Afrique, on se rend compte que tous ceux qui se sont dressés contre les colons et ont dit « je vais libérer mon peuple » ont été crucifiés, c'est-à-dire tués par les colons de connivence avec les indigènes. C'est ça le syndrome du Christ. Et cela crée quoi en Afrique? Ça crée une rationalité politique qui consiste à dire si je veux libérer mon peuple, je vais trouver malheur en chemin. Donc je dois faire alliance avec le colon. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu en Afrique. Tous ceux qui ont essayé ont fini comme ce roi, comme ce prince. Alors, aujourd'hui, quels sont ceux qui gagnent les élections en Afrique? Quels sont ceux qui restent au pouvoir? C'est ceux qui restent de connivence avec les anciens colons, donc qui assurent la continuité de l'Empire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Je vais inviter tous nos panélistes à nous rejoindre ici devant. Moi, je vais me mouvoir parmi vous pour voir s'il y a des questions pour l'ensemble de nos panélistes. Donc, nos deux éditeurs, nos deux témoins qui vont rejoindre Ludo de 8 ici devant. On va me transmettre également, je ne suis pas mal poli, mais je vais beaucoup regarder mon téléphone pour recevoir les questions qui nous sont envoyées en ligne. Mais on va commencer par l'une ou l'autre. Merci. Je m'appelle Dieudonné, je suis burundais. Un Burundais en exil, étudiant ici à l'UCL. Je n'ai pas à revenir sur les éloges et sur l'importance de ce livre dans l'histoire du Burundi, mais j'ai deux questions. La première, j'ai souvent des débats avec des Belges de tous les âges et j'ai été surpris de constater que nombreux parmi eux ne savent pas qu'à côté du Congo, la Belgique a eu d'autres colonies. Et une professeure d'université me disait non, le Burundi n'a jamais été une colonie de la Belgique. Et la raison qui se trouve derrière ça, c'est que lorsque les Allemands sont partis et que la SDN a confié un mandat à la Belgique, c'était une sémantique un peu juridique. Et après, les Nations Unies ont confié à la Belgique une tutelle. C'était beaucoup plus une sorte de terminologie. Est-ce que dans les archives auxquelles vous avez pu accéder, est-ce que vous constatez une différence dans la manière d'agir de la part de l'administration coloniale vis-à-vis de la colonie congolaise et vis-à-vis du Rwanda et du Burundi qui étaient supposés être des tutelles? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé effectivement d'une haine que les colonisateurs vouaient à Rwagasore. Et cette haine, nous la connaissions par exemple à travers des échanges épistolaires qu'un colon du nom d'Albert Moss avait adressé à Rwagasore en le traitant d'exploiteur des masses. Albert Moss était quelqu'un qui avait vécu au Rwanda et qui était venu au Burundi implanter l'un des partis qui avait une connotation ethniste. Et la décolonisation du Burundi ayant été
très difficiles ou de la région dans l'ensemble, Abelmos tentait d'apporter la solution rwandaise au Burundi. Là, je pense donc au massacre qui avait eu lieu en 1959 au Rwanda. Et il essayait d'imposer ça comme un modèle. Et aujourd'hui, les principales accusations du gouvernement du Burundi contre la Belgique, c'est de dire, voilà, la Belgique a exacerbé les conflits ethniques au Burundi. Est-ce que vous auriez trouvé des traces qui montrent effectivement que la Belgique, dans la logique de divide and imperium, donc diviser pour régner, aurait exacerbé ce genre de conflits qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui et qui ont fait que jusqu'à maintenant le Burundi continue à vivre dans des crises cycliques. Enfin, il y aura certainement un après la publication de ce livre. Est-ce que vous espérez qu'il y aura une suite juridique? Est-ce qu'il pourrait y avoir un traitement juridique de ce crime qui manifestement est établi? Est-ce que les Burundais peuvent espérer une réparation, même morale, une reconnaissance de responsabilité au regard des preuves que vous avez pu rassembler? Voilà, je vous remercie. Ce sont des questions qui... j'ai besoin d'une heure pour bien expliquer ou bien répondre à ces réponses. La différence entre une colonie et un territoire de tutelle, oui, c'était réel, surtout à la fin du règne du colonisateur. Rwanda-Burundi était le butin de guerre, en quelque sorte, de la Belgique. Hein. C'était l'armée congolaise, donc c'était les Congolais qui ont donc conquéri le terrain. D'ailleurs, l'unique victoire qu'a réalisée l'armée belge dans son histoire. Et donc, la Belgique avait cru ou avait espéré qu'elle pouvait échanger le Rwanda-Burundi pour des terrains autour de Matadi, donc à l'embouchure du rivière Congo. Ça n'a pas marché et donc, en quelque sorte, donc, les Nations Unies ont donné le Rwanda-Burundi à la Belgique en vue avec la tâche de le mener vers l'indépendance. Donc ça a resté lettre morte. Le colonisateur a continué à coloniser le Rwanda-Burundi. Ils ont finalement vu l'importance aussi du terrain, parce que donc il y avait une importance géostratégique du Rwanda-Burundi. Il y avait aussi une importance en termes de une réserve de forces de travail qu'ils pouvaient utiliser dans les usines et dans les mines à l'est du Congo. Mais finalement, le but de la colonisateur était de continuer sa règne. Il se cramponnait vraiment à sa règne et ça devient tout à fait clair en 1958. Donc, en fait, 3 années avant l'indépendance, il y avait eu le plan décennal pour développer le territoire de tutelle. Il n'y avait pas un mot sur la politisation des peuples rwandaises et burundaises. Et quand le représentant de la Belgique aux Nations Unies a été interrogé, et on lui a demandé, mais quand est-ce que vous allez prévoir l'indépendance du territoire du tutelle, il disait, je ne peux pas dire ça, on ne sait pas dire quand une jeune arbre aura atteint sa pleine envergure. Donc, ce n'était pas le but. Et donc, ça revient un peu à ce qu'a dit tantôt Aimé et aussi le professeur Amougou. C'est une formule terrible, mais à mon avis, elle est juste pour tous les pour toute la fin des colonies. C'est que la décolonisation vient toujours trop tard, mais l'indépendance trop vite. Elle vient toujours trop tard parce qu'en fait, le colonisateur va faire tout, y compris diviser, harceler
assassiner des gens, des dirigeants dans l'élite locale, avec conséquence que quand l'indépendance vient, cette indépendance vient trop vite. Le peuple n'est pas éduqué pour gérer l'armature qu'elle a été donnée. Le Burundi a connu seulement 4 mois de liberté politique. 4 mois de liberté politique complète, grâce à l'intervention des Nations Unies, pas grâce à la Belgique. Et donc, en 4 mois, on devait donc éduquer un peuple, développer une armature des partis politiques, installer un régime parlementaire pour lequel, comme ça a été dit tantôt, la Belgique a eu besoin de 150 ans. Depuis la Révolution française, 1789, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les femmes ont reçu le droit de vote. 150 ans. Mais la Burundi devait le faire en 4 mois. C'est complètement absurde, c'est ridicule. Et donc ça exprime en quelque sorte effectivement la violence de cette indépendance, une indépendance qui avait comme but de continuer la domination néocoloniale des anciens territoires coloniaux et les anciens territoires de tutelle. La deuxième question, c'était... Mais l'instrumentalisation et la racialisation de la société burundaise et aussi rwandaise était le fondement même de la colonisation. Le colonisateur est venu avec l'idée, et ça c'était the white man's burden, le fardeau de l'homme blanc, c'est d'élever, c'était ça l'idéologie, d'élever un peuple arriéré à son niveau. Et donc, ce qu'a fait le colonisateur, c'est en quelque sorte sa propre évolution, c'est-à-dire l'émancipation d'une société féodale dans une société capitaliste avec une économie sociale de marché. On a calqué ça sur les sociétés locales. Et on a donc comparé les différents groupes, hein, les élites locales, le peuple, avec les relations entre seigneurs et serfs dans l'époque féodale. Et on a calqué des idées racistes dessus. Quand on lit, et je cite dans les livres abondamment cette idéologie raciste, les Tutsis étaient destinés à régner, les Hutus étaient destinés à être dominés, c'était des gens indolents, des semi-esclaves, etc., etc. Et donc ça, on a vraiment instrumentalisé et durci. On avait, à la fin des années 20, on avait 20% des chefs et sous-chefs étaient des Hutus. Et il y avait même des femmes qui étaient des chefs ou des sous-chefs. Eh bien, ce qu'a fait le colonisateur au début de la Deuxième Guerre mondiale, on les avait tous éliminés. Tous. Donc, cette idée que... Et dans les écoles, comme par exemple l'école d'Astrida, où on formait donc l'élite du pays, le déséquilibre entre les Hutus et les Tutsis, tout ça, tous ces éléments, le fait qu'on allait mettre sur les cartes d'identité qui est Hutu, Tutsi, toi, bien qu'au début de la colonisation, sur les 4000 proverbes burundaises, il n'y avait que 10 qui avait trait aux relations entre Hutu et Tutsi. Donc c'est quelque chose qu'on a développé vraiment au courant de cette colonisation. Et donc on a inculqué dans ce qui a resté de cette élite déchirée, décapitée,
au moment de l'indépendance, cette idée que ces relations raciales étaient importantes, c'était une façon pour faire de la politique, pour acquérir un pouvoir, etc. Et tout ça, donc, après l'assassinat de Rwagasore, qui était vraiment le trait d'union entre toutes ces différentes catégories de la population, ça a donc exacerbé et donc mené à les conflits qu'on connaît. Il y avait encore une troisième question. C'est par rapport à l'avenir après la publication de ce livre, si on peut espérer Je ne sais pas, oui, il y aura cette commission, on va voir ce que va faire cette commission. Mais bon, moi je suis très sceptique. Il ne faut pas oublier que cette commission Lumumba, qui en quelque sorte est un exemple où peut laisser supposer ce qu'on va faire avec la nouvelle commission, jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas fait ce qu'on devait faire. On a refusé de dédommager la famille Lumumba pour ce qui a été fait. On n'a que seulement récupéré les restes de Patrice Lumumba, qui étaient toujours gardés ici, dans le pays, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on les a retrouvés grâce à un journaliste d'investigation de Human qui a fait son boulot. Ce n'est pas la justice qui l'a fait. Et donc, la famille Lumumba a introduit une plainte contre des Belges impliqués dans cet assassinat. Ils l'ont fait en 2011 et jusqu'à maintenant, donc la plainte est recevable parce qu'il s'agit d'une crime de guerre et une crime de guerre avec implication des Belges est considérée comme pas prescriptible. Mais jusqu'à maintenant, cette enquête n'est pas finie. Et quand le procureur fédéral dit à la télévision, il y a une année, qu'il y a un manque de personnel, et ils n'ont toujours pas eu le temps de demander au Parlement les comptes rendus des réunions qu'on a tenues en secret, en huis clos, les réunions de la commission Lumumba. Alors moi je me demande, mais ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas eu le temps pendant 9 ans pour écrire une lettre au Parlement pour donner ces documents? Et donc moi je crains qu'on veut seulement attendre jusqu'au moment où tous les gens qui sont sur la liste sont décédés et qu'on peut donc de nouveau, et là est le dossier Rwagasore, qu'on va donc classer le dossier sans suite. Donc tout ça va dépendre de la pression, à mon avis, de la population belge, mais aussi burundaise, sur cette commission. Cette commission est seulement instaurée suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis et cette grande manifestation de Black Lives Matter à Bruxelles avec un peu moins de 20 000 participants. C'est ça qui a provoqué cette commission. Il ne faut pas avoir des illusions. Donc je crois qu'effectivement, il faut avoir une mobilisation des Burundais, des Belges, pour que effectivement cette commission prenne ses responsabilités. Une question peut-être via Facebook pour M. Amougou. Une question de Habib Graves, j'espère que je prononce ça correctement. Il y a une responsabilité de l'administration coloniale dans le visage imparfait de l'État. Toutefois, la vulgarisation de l'histoire ne peut-elle pas aider les États nationaux à se corriger, à se remettre en question? Oui, merci. Avant d'arriver à cette question, un mot sur les questions qui précèdent. Je voulais dire, concernant l'État colonial, l'État colonial a eu plusieurs statuts. L'État colonial, c'est le concept central qui permet de décrire la situation coloniale. Mais les territoires coloniaux ont eu plusieurs statuts. Il y a eu des colonies, il y a eu des territoires sous mandat, il y a eu des tutelles, il y a eu des condominiums. Ça, c'est au niveau purement formel, juridique, du statut juridique. Mais au niveau de l'administration réelle, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire que tu sois sous tutelle, sous mandat, condominium, machin, c'était la même pratique sur le terrain. Et je voulais aussi vous dire que cet État colonial a été un État d'apartheid partout. L'apartheid, on évoque seulement l'Afrique du Sud, non. L'État colonial était un État d'apartheid partout. Ça veut dire que vous n'habitiez pas les mêmes endroits. Ça veut dire que vous ne fréquentiez pas les mêmes marchés. Ça veut dire que les rapports sexuels entre blancs et noirs étaient interdits. Ça veut dire qu'il y avait un cordon sanitaire entre les quartiers blancs et les quartiers noirs. Ça veut dire qu'il y avait un code de l'indigénat. Ça veut dire une citoyenneté à double vitesse.
les citoyens pleins étaient les gens ressortissants de la métropole. Et la dimension raciale est extrêmement importante. Parce que comme l'a dit M. De Witt tantôt, l'État colonial est basé sur la hiérarchie entre les races. C'est ça qui fonde aussi sa supériorité en termes d'administration des territoires. Donc, lorsque on interdit les rapports sexuels entre noirs et blancs, entre colonisés et colonisateurs, ça veut dire qu'on ne veut pas détruire cet instrument de gouvernance qu'est la hiérarchie entre les races. Parce que le métis se met entre les deux et vient brouiller un peu la supériorité que détient les ressortissants de la métropole. Et c'est pourquoi ces enfants métis, lorsqu'ils naissaient, soit on les écartait, on les envoyait en Belgique. Vous avez vu le problème qu'il y a eu ici dernièrement. Les enfants métis qui cherchaient leurs parents, ils étaient écartés, éloignés. Parce qu'ils venaient tuer tout simplement la hiérarchie des races qui était installée au niveau de l'État colonial. Donc ça, c'est fondamental à connaître que c'était un État d'apartheid et que cet État d'apartheid a régné partout. Et par rapport à la question qui est posée, il est important de dire que, historiquement parlant, lorsqu'on parle de cette période-là, qui est une période charnière, comme l'a dit M. De Witt, c'est une période extrêmement importante. J'ai eu la chance de faire un peu de physique, parce que je viens de là. Et en physique, on nous apprend que les conditions initiales influencent la trajectoire de la bille qu'on jette. Lorsqu'on étudie les trajectoires des ballons, les conditions initiales influencent la trajectoire. Ça veut dire que, de façon structurelle, dans l'évolution de ces États africains, ces conditions initiales ont orienté l'État, ont orienté le champ politique, ont orienté les rapports entre l'État et les citoyens, et ont orienté la trajectoire du développement. Cependant, ça ne veut pas dire que ces États sont condamnés à être dans cette trajectoire. Ça veut dire que par innovation politique, on peut changer aussi de trajectoire. C'est ça la bonne nouvelle par rapport aux trajectoires des États. On peut changer de trajectoire à condition de mettre en place des innovations fondamentales qui peuvent permettre à l'État d'avoir de nouvelles structures, c'est-à-dire retrouver un leadership, par exemple, démocratique, quelqu'un qui veut installer une démocratie chez lui, retrouver un leadership sur le plan économique, quelqu'un qui veut développer son pays et met en place un programme économique viable, quelqu'un qui veut éduquer son pays, non seulement en exploitant la culture locale, mais également ce qui vient d'ailleurs. Tout ça, c'est important. Ça veut dire que les pays peuvent sortir de cette trajectoire, mais à condition, une fois, de trouver ce leadership-là. C'est pourquoi je mettais en avant ce syndrome du Christ, qui consiste à dire, aujourd'hui en Afrique, il faut donc des courageux. Il faut des courageux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur de mourir parce qu'il veut sauver les siens. Est-ce qu'on en trouve ces courageux-là? Pas beaucoup. Parce que la trajectoire influence la mentalité des politiciens qui se disent « ceux qui ont essayé avant moi sont finis dans la tombe ». Alors aujourd'hui, moi, je veux garder mon pouvoir et je fais, voilà, comme les autres, je collabore avec les autres pour la continuité de l'Empire. Donc il faut en Afrique une révolution vraiment culturelle pour qu'on puisse avoir à la tête des États africains des gens capables d'affronter justement donc, ce système-là qui s'est mis en place et qui se reproduit pour infléchir la trajectoire. Donc autrement dit, nos États ne sont pas condamnés à être dans cette trajectoire. On peut changer de trajectoire, mais à condition que notre leadership naisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà. Je m'appelle Diane, je suis originaire du Burundi. Je remercie beaucoup M. Ludo d'avoir enrichi la mémoire culturelle du Burundi et de la Belgique. Et je voulais lui poser juste une petite question. Quand est-ce que vous prévoyez vous rendre au Burundi pour promouvoir ce chef-d'œuvre qui certainement serait d'une grande importance, surtout pour la jeunesse qui est habituée à une traduction orale. Le Burundi étant un petit pays, peut-être il a été facile de rester dans cette tradition de se transmettre l'oral, mais actuellement, l'oral se retrouve dénaturé par le fait que les gens ont tendance à rapporter selon leurs expériences historiques. Le Burundi ayant connu pas mal d'histoires, comme vous le savez. Et au Burundi, la lecture est souvent accessible à travers des institutions scientifiques, académiques. Il y a des universités, l'université du Burundi et d'autres universités qui ont des bibliothèques. Donc je me dis, un livre qui
qui apporte une lumière soutenue que peut-être les autres n'avaient pas pu faire, devrait arriver dans ces bibliothèques-là. Il y a aussi le Centre culturel français, où on a grandi avec un abonnement pour aller lire. Donc je pense que ça continue toujours. L'autre aspect qui m'a interpellée, à côté de l'histoire, il y a aussi la restitution. Vous nous avez dit la problématique que vous avez eue pour accéder aux archives et d'autres archives qui ont été carrément détruites. Mais si vous avez accédé à certains, c'est-à-dire qu'il y en a encore. Et la restitution ne concerne pas seulement les archives historiques, mais il y a aussi la botanique et pas mal d'autres patrimoines que peut-être maintenant, ça pourrait aussi contribuer à interpeller et les Burundais de se mobiliser autour de cet acte de la restitution de leur patrimoine. Merci. Je vais peut-être prendre une seconde question avant de vous passer la parole. Je vous remercie de me passer le micro. C'est une question que j'avais soulevée tout à l'heure avec Aimé concernant la responsabilité de la Belgique par rapport à l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Il transparaît dans le processus d'accession à l'indépendance que la Belgique a essayé d'entraver les démarches de Rwagasore dans sa lutte pour l'indépendance. Et le prince Rwagasore, à plusieurs reprises, a été menacé de mort avant les élections. Il a même été emprisonné, si je ne me trompe pas. Je pense que aussi, ceux qui ont été exécutés peu après la mort de Kajorgis, c'était donc des cousins de Rwagasore. Je pense que certains étaient même des amis. Et vous parlez dans le livre de complicité de la Belgique par rapport à des comploteurs qui étaient les Ndaki, Tcha, Biloli et consorts. Est-ce que vous avez pensé à la responsabilité première de la Belgique, cette alternative de placer la Belgique au-dessus comme auteur principal de l'assassinat, ou est-ce que vous avez une raison de considérer la Belgique comme complice par rapport aux auteurs, aux comploteurs? Personnellement, j'avais eu l'impression que c'était plutôt l'inverse qu'il aurait fallu considérer. La Belgique comme auteur du crime et les politiciens burundais comme aide pour accomplir le crime. Parce que ça procède de la même logique que ce qui s'est passé au Congo, à savoir l'assassinat de Patrice Lumumba. Et je pense que ceux qui avaient intérêt à ce que Rwagasore disparaisse ne sont pas ceux que vous appelez les comploteurs, mais plutôt la tutelle. Merci. En ce qui concerne un voyage au Burundi, je suis prêt pour parler avec tout le monde, devant tout le monde. J'attends une proposition des éditeurs pour... en ce qui concerne ça sera compliqué. Hein? Oui, bien sûr. En ce qui concerne la responsabilité de la Belgique, ce qui est clair, c'est la responsabilité de l'administration au niveau du Burundi, la résidence à Gitega. Ça, c'est sûr. Et donc,
il faut le dissocier, par exemple, de la responsabilité du résident général Haroua, qui a chapeauté donc l'administration du territoire de tutelle Rwanda-Burundi. Parce que c'est Haroua qui, dès que les faits étaient tellement claire et convaincante, et il y avait des témoignages du rôle de Karagiorgis et les autres comploteurs, qu'il a donc mis tous en route pour trouver, pour élucider cet assassinat au niveau de la responsabilité des Burundais. La responsabilité du résident du Burundi, lui, il représente la Belgique. Donc, il ne faut pas une responsabilité concrète, par exemple, du ministre des Affaires africaines ou du ministre des Affaires étrangères. La responsabilité du résident implique automatiquement, juridiquement, la responsabilité de la Belgique. Et donc, ça, sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Ça, les preuves sont tellement écrasantes qu'il n'y aura pas de discussion. En ce qui concerne le rôle à un plus haut niveau, ça, il y a éventuellement encore des dossiers à vérifier. Moi, j'ai consulté, par exemple, les archives d'Apremont Landen, le ministre qui, en octobre 60, a donné le feu vert à l'administration. Il a donné la carte blanche à résoudre le problème Rwagasore. À ce moment-là, on pensait certainement qu'à une solution politique, c'est-à-dire l'éliminer de la scène politique, pas le laisser participer aux élections. L'archive d'Apremont Landen est complètement nettoyée. En ce qui concerne la Burundi, il y a seulement quelques documents dedans, donc c'est une archive qui a été amputée complètement. Donc je crois que la Commission aura le pouvoir et la possibilité justement pour aller plus loin et pour donc aller récupérer les éléments s'ils sont encore là chez le fils d'Apremont Landen. Donc oui, je veux m'arrêter là, je veux m'arrêter au niveau de la responsabilité de la résidence à Kitega, avec encore des zones d'ombre sur un plus haut niveau, le cabinet du ministre, le ministre lui-même. Ça sont encore des éléments qu'on peut examiner, mais ça, il faut un pouvoir spécial pour rentrer dans l'archive. Moi, j'ai pu voir des documents. Je suis convaincu que ce n'est pas seulement mon acharnement qui a produit. Je suis convaincu qu'un Africain a moins de possibilités pour voir des documents. Ça, je suis convaincu. Et il y a des témoignages des Africains, des chercheurs africains qui confortent ma thèse. Et le fait que j'ai une équipe d'avocats derrière moi, que je peux facilement aller vers la presse pour dénoncer certaines choses, ça a certainement aidé que j'ai une certaine marge de manœuvre qui est plus grande que pas mal de chercheurs africains. Ça, c'est un fait quand même que je veux. Et ça rend la restitution des archives et la disponibilité pour des chercheurs africains tellement urgent et important. Une chose de nouveau pour cette commission. Peut-être une question posée sur Facebook par Alphonse Rugambara, une question à Anne-Marie, Aimé et Ludo. Et si le front, un peu de politique fiction en l'occurrence, et si le Front commun avait gagné les élections, qu'aurait été l'avenir du Burundi par rapport à l'indépendance? La question Hutu-Tutsi. Que dire Ouais, que dire ben, c'est pas tout à fait la politique fiction parce que le PDC avait gagné des élections sans Rwagasore 9 mois plus tôt. Donc le PDC était au pouvoir. Ils avaient notamment Tinendeleza comme ministre de l'Intérieur. Papa, il était à la fonction publique. Et ils ont fait un travail pendant 8-9 mois, je ne sais pas combien de temps exactement. Et ils ont notamment créé une armée, ils ont créé des fonctionnaires. Et donc, ce n'est pas vraiment une fiction. Simplement, ils n'ont pas gagné les élections parce que, en fait, pour moi, il y avait le PDC, l'UPRONA et Rwagasore. Pour moi, Rwagasore, à lui seul, pouvait gagner les élections. Il n'y avait pas besoin de PDC, pas besoin de l'UPRONA. Il avait une telle
En fait, il est surtout le fils du Mwami, et on votait pour le fils du Mwami. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit à l'intérieur du pays, qui ne connaît rien à la politique, en 4 mois, on a dû être formé dans des situations politiques. Pour lui, être PDC, UPRONA ou PRP, enfin, je ne sais pas, c'était quelque chose de non palpable. Par contre, le fils de Mwami, c'est quelque chose de palpable. Et donc, ça veut dire que lui-même pouvait être cette personne qui réunissait tout le monde. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à ma question, pourquoi les partis politiques? Et si vite? Donc ce n'est pas vraiment une fiction, simplement il y a eu des élections avec Rwagasore, parce qu'il n'y avait aucune raison de le retirer, d'après les Nations Unies, et aussi, bon, c'est un homme politique burundais. Il avait un charisme tel qu'il devait être présent sur la scène politique. Mais je ne vois pas pourquoi il fallait être l'un contre l'autre. C'était l'un avec l'autre, comme Anne-Marie et moi pour le moment. Et c'est ça qui aurait fait la grandeur du Burundi. Voilà. Une autre question peut-être? Oui, monsieur. Je vais faire comme tous les précédents, me présenter. Je m'appelle Assoumani Boudagwa. Je suis belge d'origine congolaise, légèrement burundisé, puisque j'ai passé une partie de mon enfance à Bujumbura, où j'ai fait mes études primaires et une partie des secondaires. Régulièrement, je m'inclinais au mausolée de Rwagasore, et souvent je m'arrêtais dans le ravin juste à côté, où le prince Kamatari a été retrouvé, soi-disant à la suite d'un accident de voiture, alors que j'ai appris qu'il avait été assassiné à 100 mètres de chez moi, à Kamenge, dans la résidence de M. Anaclet Burundi. Je suis aussi l'auteur du livre Noir, Blanc, Métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda au Burundi, livre qui a été à la base, ou qui a soutenu la démarche des métis pour une résolution. Et demain, il y a une audience qui s'ouvre au tribunal de première instance francophone à Bruxelles, parce qu'il y a 3 dames congolaises métisses qui ont intenté un procès contre l'État belge pour crime contre l'humanité. Ceci étant dit, je reviens maintenant à une remarque et une question. Première remarque, Monsieur Ludovic, à la page 340 de votre livre, vous dites que ce livre essaie d'approfondir nos compréhensions sur la décolonisation et l'assassinat de Rwagasore. À la page 353, vous dites « Nous sommes mieux renseignés sur les circonstances de cet assassinat ». Pour ces 2 phrases, j'aimerais vous dire merci. Je croyais en savoir beaucoup, parce que je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu sur le Burundi. J'ai à peu près une 50aine de livres rien que sur le Burundi et 1500 sur le Congo. Ce n'est pas une question de poids plume, hein, mais c'est une question de réalité. Et j'avoue que, très sincèrement, ce livre m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'éclairage. Donc ce que vous dites dans l'épilogue est tout à fait vrai. Question ou observation? À la page 356 de votre livre, vous dites « Pas un seul document ne fait allusion à un rôle du résident général Jean-Paul Aroy, tout en disant il assume probablement la responsabilité au niveau hiérarchique. » Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et où je rejoins la remarque qui a été donnée tout à l'heure en disant peut-être faudra-t-il un jour inverser un petit peu le rôle. Mais enfin, vous avez travaillé sur base d'archives accessibles et c'est votre conclusion. Vous êtes beaucoup basé sur les mémoires de Jean-Paul Aroy. Et pourtant, quand je parcours votre livre, à plusieurs pages, vous indiquez quand même que Jean-Paul Aroy est plus que complice, sans doute aussi auteur, si pas co-auteur. Page 118, vous dites « Dans la lutte contre Rwagasore, Aroy et ses adjoints se tenaient épaule contre épaule. » À la page 126, vous dites « Van Emmelreck, à un moment donné, dit « Il serait souhaitable que Aroy soit retiré du Rwanda, enfin du Rwanda au Burundi. » Ce n'est pas pour rien parce que Van Emmelreck dit « Ces fonctionnaires sont des assassins. »
Et je connais un peu l'histoire du Rwanda aussi, parce que j'ai à peu près une centaine de livres sur le Rwanda, anciens, nouveaux, etc. À la page 219 de votre livre, vous dites « Régnier était trop complaisant avec la pratique politique de SPAC et de Arroy ». C'est en fait Beauvais qui raconte ça, qui écrit ça à ses parents. À la page 222, on lit « Tandem Régnier-Arroy ». À la page 285, vous dites « Régnier indésirable au Rwanda, mais fortement protégé par le résident général Arroy ». Et à la page 303, vous dites « Résident général qui partageait dans une certaine mesure ce que vous appelez cette aversion presque pathologique de Rwagasore et de l'Uprona ». Donc à travers votre livre, j'ai cru comprendre que Arroy, même s'il essaie de charger ses fonctionnaires, même s'il essaie de donner des pistes pour brouiller la réalité, comme on a fait avec le Congo en chargeant Moulongo et consorts, je me dis, Arroy n'était pas si étranger que ça. Il y a un élément qui manque beaucoup dans les enquêtes qui ont été faites, c'est l'emploi du temps. On ne connaît pas l'emploi du temps de Rwagasore ce jour-là. On ne dit rien sur l'emploi du temps de Arroy. Souvenez-vous que quand Moutara reçoit la piqûre dite mortelle, Arroy n'est pas à Usumbura. En tout cas, afin de ne pas être là. Et pourtant, savait-il qu'il allait se passer quelque chose? On n'en sait rien. L'emploi du temps de Jean-Paul Arroy ce jour-là, à part la gifle qu'il reçoit le soir, on ne la connaît pas. Ceux qui étaient autour de Rwagasore, à la terrasse, à l'hôtel Tanganyika, on n'en parle pratiquement pas. Que savait-il? Bref, cette partie sur la responsabilité de Jean-Paul Arroy, qui nous permet d'inverser la responsabilité de la Belgique ou sa complicité, me paraît quand même être un élément très important. Ceci dit, merci beaucoup pour cet ouvrage. Je voudrais dire merci à Antoine Kabourabé. Je ne vous connaissais pas, mais je vous ai connu en lisant le livre aussi. J'ai lu le livre sur le dernier que vous avez sorti sur une jeune dame qui a la cicatrice, comme vous l'appelez. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Je ne vous connaissais pas et je vous apprécie beaucoup. J'ai quelques amis de l'ancien du collège du Saint-Esprit à Bujumbura qui m'ont parlé de votre lutte et je vous dis bon courage, continuez comme ça. Les deux familles, merci beaucoup d'avoir appelé tout de suite. Nous sommes cousins. Restez cousins. C'est un exemple formidable que vous nous donnez là. Un exemple fantastique de dire tous ensemble pour connaître et comprendre la vérité. Les regards, vous les avez reçus. J'ai vécu au Burundi, on parlait d'Intakicha. J'ai étudié avec le fils Baudouin Tidendereza, je ne sais pas s'il vit toujours, mon pote. Baudouin Tidendereza, il n'était plus en ville, en quelque sorte. Ils habitaient à Ngagara. On était à l'école ensemble. Quel regard les gens portaient sur lui. Fils de Tidendereza. Pourtant, c'était un gars très sympathique. Bravo pour ce que vous avez fait. Thierry, inutile de te lancer des fleurs. Tes analyses sont toujours aussi percutantes qu'avant. Fantastique d'avoir retiré toutes les perspectives que vous avez données là au départ de ce livre-là. Encore aujourd'hui, un ami congolais était à la maison pour acheter des livres et on a parlé du Congo. Et je lui ai posé la question en disant, sais-tu après combien de jours il y a eu la sécession katangaise? La plupart des Congolais me disent après 6 mois, après 1 an, c'était après 11 jours. On a assassiné un pays après 11 jours. Les émeutes de la force publique, 4 jours après l'indépendance. Et je lui ai dit, il y a une approche systématique de démantèlement de la légalité, l'assassinat de leadership, et nous devons en être très conscients. Nos enfants nous ont posé des questions. Et nos grands-pères, ils n'ont pas lutté? Si, ils ont lutté. Je suis en train d'écrire un autre bouquin, ou plutôt une étude, M. De Witt connaît ça, c'est l'assassinat, la fusillade des ouvriers grévistes de l'Union minière du Haut-Katanga. Le 9 décembre 1941, à 80 ans, Ludo a fait un article il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 2018 là-dessus. Moi, j'avais commencé à étudier le problème depuis qu'un certain Fernand Léqui m'a sorti un bouquin, Les mangeurs de cuivre, où il disait la version noire. Donc je me suis dit, il doit y avoir une version blanche, je vais la chercher. Donc merci beaucoup à tous pour ce que vous apportez comme contribution et continuez comme ça et allez de l'avant. Merci de m'avoir accordé la parole. Excusez-moi, je m'étais promis en quittant la maison
de ne pas du tout poser de questions en me disant tu laisses les Barundi d'abord poser des questions. Mais c'était plus fort que moi. Mais j'ai l'excuse, c'est que je suis légèrement burundisé. Et j'étais content d'être à côté de madame ici qui a chanté Burundi Wachu. J'ai étudié Burundi Wachu à l'école avec l'accent congolais de l'époque. Et quand je l'entendis, Chingishumu Machinga, j'ai dit mais attention, ailleurs, pas au Congo s'il vous plaît. Merci. Très brièvement, les citations que vous citez sont dans le livre. Il y a aussi d'autres citations. Je crois qu'il y avait une collaboration intense entre Harwa, résident général, et les résidents au Burundi dans la lutte contre Rwagasore, que je veux insister que ça n'a pas commencé après sa victoire électorale, mais déjà depuis 1956. Et c'était une lutte intense qu'on a menée main dans la main. Mais c'est à partir de la directive des Nations Unies qu'il faut laisser participer Rwagasore aux élections et que le gouvernement belge a plié pour cela, que Harwa, le résident général, a accepté cette décision, bien que les fonctionnaires du résidence de Kitega ont considéré ça comme une trahison. C'est littéralement ça ce qu'il disait. Et dans ce sens, il y a une responsabilité du gouvernement belge qu'ils n'ont pas agi contre ces fonctionnaires dont ils savaient qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils allaient continuer aussi loin que possible la lutte contre Rwagasore. Mais Harwa était loin de cette résidence. Il était méfié aussi par la résidence qui était dominée par des gens essentiellement du mouvement démocrate chrétien. Harwa venait de l'ULB. Hein. C'était un pardon? Oui, et donc il y avait une certaine méfiance entre les deux, et je suis presque certain que Harwa a laissé agir la résidence sur sa propre responsabilité. Et le fait que dans ses mémoires publiés en 1987, qu'il dévoile ce rôle, pour moi, ça est une forte indication que lui-même n'était pas impliqué dans ce truc. Et moi, je crois qu'il a publié qu'il a dévoilé donc cette rôle, surtout parce que pour les Burundais, Harwa était le pars pro toto. Il était vu comme la personnification de l'administration coloniale, mais concrètement, quand on voit le dossier, les documents, c'est au niveau de la résidence que toutes les actions ont été organisées. Voilà, on peut prendre peut-être une dernière salve de questions, parce que la soirée touche malheureusement déjà à sa fin. Madame ? Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Bon, je m'appelle Annie Reland. Mon mari est burundais et je suis arrivée au Burundi avec lui en 1976 et j'y ai vécu à peu près 20 ans, un peu moins. Voilà. Et alors, je voudrais faire écho à ce que Madame Diane a dit à propos de la lecture, l'accès à la lecture au Burundi. Et moi, ça m'a vraiment frappée quand je suis arrivée là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de loisirs, à vrai dire, à cette époque-là en tout cas. Et moi, aimant beaucoup lire, j'ai cherché des bibliothèques ou des librairies. Et effectivement, il y avait la librairie Saint-Paul, et avec un choix très très limité. Et heureusement, les Français avaient ouvert un centre culturel et une alliance française, comme ils font, semble-t-il, un peu partout, là où ils arrivent. Et effectivement, j'ai vu dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a automatiquement une alliance française et un centre culturel. Et heureusement, parce que sinon, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, il n'y avait pas toute cette ouverture que procure la lecture. Et je n'ai pas trouvé de centre culturel belge.
il y avait bien quelques livres à l'ambassade de Belgique, mais vraiment très limités et sous vitrine fermée. Et donc tout ce que, vers la fin, dans les années 90, il me semble qu'il y avait une semaine belge, avec chaque fois un équilibre évidemment entre la partie francophone et la partie néerlandophone. Mais enfin, c'était une occasion de montrer que quand même la Belgique avait une culture quelque part. Et on avait surtout l'occasion de déguster des bières belges et du métrank. Ça me faisait plaisir parce que je suis originaire de la région où se fait le métrank. Voilà. Mais il y avait, disons, cette attitude belge, comme si, enfin, je ne sais pas ce qui existait avant, plutôt, les Burundais vont me le dire peut-être, est-ce que plus anciennement, il y avait un centre culturel belge, un accès, des bibliothèques, où la population pouvait se documenter et avoir accès à autre chose que les manuels scolaires. Voilà, donc ça, c'est peut-être une attitude déjà de base entre le colonisateur belge et le colonisateur français. Ce sont toujours des colonisateurs, mais il y a cette ouverture qu'amènent les Français qui est quand même appréciable. Voilà, et qu'il ne faut pas du tout négliger. Et voilà, pourquoi il y a peut-être aussi beaucoup plus de choses à apporter au point de vue culture du côté français que du côté belge, je ne sais pas. Mais ça aussi, c'est à réfléchir. Ouais, merci. Au plus loin. Voilà, encore une question via Facebook également. Pour le professeur Amougou, avez-vous des pistes pour sortir de cet effet de syndrome du Christ pour la politique en Afrique subsaharienne? Aussi, n'y a-t-il pas une idée d'ingérence si on parle de non-alignement avec l'Empire? Et peut-être sur la question culturelle, ajoutons que désormais à Bujumbura, il y a un American Corner, je ne sais pas s'il existe toujours, et à Gitega, il y a le centre culturel qui a été ouvert. Est-ce que, mon plus loin souvenir au niveau culturel, je parle, belge, j'ai jamais vu. Moi, c'était toujours le centre culturel français, parce qu'il y avait aussi le cinéma les lundis soirs, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le centre culturel américain, il y avait aussi une bibliothèque. Mais belge, non, jamais vu. Jamais vu. Quand vous parliez des semaines belges, c'est les semaines qui étaient organisées par la Belgique au Burundi. C'était moitié culturel, moitié commercial. Gastronomique aussi. Gastronomique aussi. Mais je ferai remarquer, moi, chez Artis, je suis peintre, et c'est par le biais de cette semaine culturelle que j'étais exposé au Burundi. Ça veut dire que l'ambassadeur qui s'appelait Smet à l'époque, qui avait vu une expo que j'avais fait à l'étranger, m'a invité à participer à cette exposition. Donc je me suis retrouvé dans un avion avec plein de Belges. Il y avait une délégation de, je ne sais pas, de beaucoup. Et c'est par ce biais que j'ai pu exposer dans mon pays. Et la première fois que j'ai exposé aussi dans mon pays, c'était par le biais du Centre culturel français. J'ai eu des discussions avec plusieurs ministres de la culture du Burundi, et à chaque fois, c'était le manque de moyens qu'il y avait que pour pouvoir montrer des œuvres. Moi, je suis toujours burundais, malgré que ça fait plus de 60 ans que je vis ici en Belgique, mais je suis toujours dans la société burundaise. Et j'y tiens parce que c'est important pour moi, parce que quand je fais une exposition, c'est le Burundi qui... Je montre, il y a le mot Burundi, et le mot Burundi apparaît dans des catalogues et dans des lieux différents. Et c'est vraiment important pour moi. Mais ce que je trouvais dommage, c'est que les seules fois que j'ai pu exposer dans mon pays, c'était pas grâce aux Français et grâce aux Belges. Oui, je voulais apporter une réponse à madame concernant les bibliothèques au Burundi. En fait, il faut faire la différence entre Centre culturel français et Alliance française, qui est une association gérée par des francophones. Et spécifiquement, l'Alliance française du Burundi était gérée par un couple de Belges. Donc j'insiste là-dessus. Et ce n'est qu'après qu'avec la nouvelle politique culturelle de la France, qu'ils ont essayé de réintégrer les alliances françaises, mais comme c'était une association, ils n'ont jamais réussi. De temps en temps, ils envoient des volontaires pour les alliances françaises, mais vraiment les alliances françaises, ce sont des associations créées par des francophones, et donc celle du Burundi, elle était gérée par des Belges. Et souvent, il y avait des livres qui venaient de la Belgique à l'Alliance française de Bujumbura, qu'il faut vraiment différencier des centres culturels français.
aujourd'hui institut franco quelque chose. Oui. Je vais encore prendre une toute dernière question de quelqu'un qui n'a pas encore eu l'occasion d'en poser une, puis on laissera les 2 dernières réponses pour clôturer la soirée. Bonsoir, merci. Donc moi je suis Astrid Jamar, je suis chercheuse sur la justice de transition principalement en Burundi. Déjà principalement, je vous remercie à vous tous d'avoir apporté la question de l'expérience coloniale belge au Burundi dans le débat public belge, parce que c'est important et ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, donc merci. Et ma question, peut-être qu'elle a un double sens, mais dans quel sens vous pensez... Donc aujourd'hui on a beaucoup parlé de la question du colonialisme comme quelque chose du passé qui doit être traité dans le présent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir fait ce travail pour le contexte actuel, aussi bien sur la question de nostalgie coloniale en Belgique, de racisme institutionnel et de ségrégation, et sur la question de la politisation de la question coloniale au Burundi aujourd'hui. Donc voilà, merci. Je voulais déjà réagir par rapport à cette affaire des bibliothèques et des livres. Les bibliothèques sont importantes, les livres aussi. Mais n'oubliez pas que l'Afrique a l'histoire la plus longue au monde. C'est le berceau de l'humanité. L'Afrique a l'histoire la plus longue au monde. Et lorsqu'on fait des recherches sur l'histoire de l'Afrique, on se rend compte que ce n'est pas un continent uniquement de tradition orale. Il y a de très vieilles écritures. Les archives le montrent à Tombouctou, les archives à Zanzibar le montrent. Ce n'est pas uniquement un continent de tradition orale. Je voulais également dire, on l'a dit tantôt, le prince était entre tradition et modernité. Et qu'il ne faut pas croire qu'avant ces livres-là, que nous exaltons tant, les Africains n'avaient pas de méthodes de transmission de la culture. C'est ça aussi le rôle du leadership. Il faut réveiller ces anciennes méthodes de transition de la culture. Il y avait des rites d'initiation. Il y avait des cérémonies festives. Il y avait un ensemble de façons de raconter l'histoire à travers les contes et les proverbes, qui sont donc des méthodes africaines de transmission de la culture et qui existent encore et qu'on peut mobiliser. Donc, il ne faut pas que le livre vienne effacer tous les moyens qu'avait l'Afrique pour transmettre la culture et pour éduquer. Il y a un ensemble de métaphysiques en Afrique qui éduquent les gens. Chez moi, si je vous parle un peu d'une métaphysique qui existe en Afrique centrale, qui existe au Cameroun, qui existe au Congo-Brazza, qui existe en Guinée équatoriale, qui existe au Gabon, qui existe à Sao Tomé et Principe, la même mythologie, elle nous apprend à être des hommes. C'est quoi être un mâle? C'est quoi être une femelle? C'est quoi être un parent? C'est quoi être un adulte? Tout ça passe par des rites d'initiation avec une transitologie où on apprend à être papa, à être maman, à être un adulte, à être une femme, à être un enfant, à être un homme. C'est quoi l'environnement? C'est très important, même par rapport à l'environnement. Cette mythologie nous apprend que moi, Thierry, je peux devenir un arbre, je peux devenir une rivière, je peux devenir une montagne. Vous voyez qu'en termes de développement durable, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que puisque je peux devenir une montagne, une rivière, un arbre, la nature, c'est un sujet, ce n'est pas une chose. C'est très important. Donc, on peut mobiliser tout ça. Donc, il ne faut pas réduire l'Afrique à l'affaire des livres. Les livres sont importants, mais l'Afrique a d'autres instruments à travers lesquels elle s'est reproduite depuis avant Jésus-Christ et qu'il faut réactiver. Et tout ça, c'est une affaire de leadership politique. Rien n'interdit à un État africain d'apprendre aussi ça à l'école aux enfants, en dehors aussi des aspects chimiques, physiques, mathématiques. Ça, c'est une partie de la culture africaine. À la question qui a été posée, comment sortir du syndrome du Christ? Il y a plusieurs façons de sortir du syndrome du Christ. Puisque le syndrome du Christ, c'est des gens qui ont peur de mourir comme ceux qui ont tenté. Donc la première chose, c'est d'avoir de nouveau des hommes politiques courageux. Des hommes politiques courageux. C'est-à-dire qui osent les choses. Et pour être aussi courageux, il faut se faire des alliés. Vous serez peut-être étonné si je vous disais qu'il y a des élèves qui terminent le secondaire sans jamais avoir lu un roman. Il y a des écoles secondaires qui n'ont pas de bibliothèque. Nous, dans le temps, je peux dire qu'on était un peu privilégiés parce qu'il y avait au sein des collèges, dans les lycées, des bibliothèques. Et on avait obligation de lire chaque semaine. Il y avait vraiment cette volonté de faire lire les lycéens,
les élèves. Aujourd'hui, ça n'existe plus. En 2011, avec une association de Bertry, dans la province de Luxembourg, on a collecté près de 40 000 livres qu'on allait ramasser dans les bibliothèques qui se renouvelaient, et on faisait un tri, et on prenait les livres d'occasion, usagés, mais encore solides, et on a amené ces livres au Burundi, à Gitega, où nous avons ouvert un centre culturel qui après a été repris par les Américains qui ont, eux, imposé l'anglais. Bon, voilà, parce qu'on n'avait pas eu de soutien justement de la francophonie, de l'ambassade de France pour justement nous aider. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que les livres ne circulent pas parce qu'il n'y en a pas au Burundi, où ils sont très rares. C'est pas un pays où tu trouves dans une famille une bibliothèque. C'est pas un pays où les lycéens ont une culture de la lecture, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a pas simplement de livres. Donc, pour revenir sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, faites un geste citoyen. Quand vous avez la possibilité, envoyez ce livre au Burundi. Si vous avez des amis, des cousins, des étudiants avec qui vous êtes en communication, offrez ce livre. Moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, des Burundais qui se mettent aujourd'hui en association. En Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. En Suède, bientôt dans d'autres pays, pour acheter les livres et envoyer quelques exemplaires en Afrique, au Burundi spécialement. Donc c'est vraiment une question très très importante. Les livres ne circulent pas. Et puis on dit les Burundais n'aiment pas lire parce qu'en fait le verbe gusoma chez nous c'est à deux significations. Bon, trois. La première est la plus agréable, madame, merci, c'est s'embrasser. La deuxième signification c'est boire. Et enfin, la troisième signification, c'est lire. Donc, apparemment, aujourd'hui, c'est la deuxième signification qui est plus en vogue. Mais il faut vraiment qu'on participe à aider, à changer la tendance, qu'on lise vraiment. Et tout le monde, aujourd'hui, est conscient que le niveau de la culture générale a baissé. Quand j'étais encore à Iwachu, je recevais des stagiaires, des jeunes qui ont terminé l'université, qui demandaient à faire un stage en journalisme à Iwachu. Parfois, j'étais effaré par vraiment la faiblesse de leur niveau d'écriture, de compréhension de la langue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas lu. Parce qu'ils ont terminé le secondaire, et parfois à l'université, les seuls livres qu'ils ont lus, ce sont les livres imposés dans le cadre de la recherche académique. Et tout ça, on le paye cher aujourd'hui. Bon, parfois, les gens s'amusent sur les réseaux sociaux en soulignant les fautes dans les communiqués de presse, des ministères, tout ça. Mais c'est beaucoup plus profond. Hein. C'est un problème vraiment qui date de plusieurs années. Et il faudrait vraiment aider à ce que le livre retrouve sa place, et surtout le livre de Ludo. Merci. Je ne sais pas s'il y avait encore une question à laquelle il fallait répondre non. Non ? Alors il est temps pour moi de vous remercier d'avoir participé à ce panel, d'avoir pu répondre aux questions de ce public. Merci beaucoup à tous. Je pense que encore une petite salle d'applaudissements est nécessaire. Voilà, le professeur Pierre Jour avait annoncé au début. Le Centre Placette vous remercie énormément. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment commencer par des applaudissements envers nos intervenants, s'il vous plaît. Et ensuite, les applaudissements reviennent vraiment à toutes les personnes qui ont contribué pour que la journée puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Je songe particulièrement à l'équipe qui est derrière la technique pour diffuser ça, pour immortaliser, quitte à ce qu'une date symbolique historique, comme le disait le professeur Pierre Joseph.
ce débat-là, je cite de nouveau le professeur Amougou, puisse changer finalement, façonner une nouvelle façon de dire et de voir l'histoire. C'est dommage et c'est triste, je vais finir par ceci, que des citoyens ne soient pas informés, ainsi informés. Alors, depuis un moment, le Centre Placette, qui est un foyer d'accueil des étudiants internationaux, toute l'élite africaine, latino-américaine, asiatique, qui vient dans notre université, était accueilli ici. Et on avait l'habitude de vivre de loin des commémorations, des célébrations d'indépendance. On s'est dit très récemment qu'il y avait moyen finalement de le faire dans le Nord pour que les citoyens du Nord puissent savoir ce qui se passe dans le Sud et surtout quand il y a des liens vraiment très forts historiques. Alors merci.